Salut, c'est Goupil et j'ai le plaisir de te revoir pour te présenter cette fois des albums jeunesse. Allez, on part sur autre chose, toute autre chose. Vraiment, c'est un plaisir que j'ai de te partager ça. Je vais te présenter de la nouveauté. Et juste, tu te dis mais c'est pour les enfants, ça s'adresse sans doute qu'aux parents, aux tontons, tata, aux grands-mères, aux grands-pères qui veulent acheter un cadeau ou quoi. Mais pas que, sache aussi que si tu aimes le dessin, si t'es sensible au visuel, si t'es sensible à la BD, il n'y a pas de raison que l'album jeunesse ne t'émerveille pas non plus, voilà. Je vais te présenter les albums. En premier temps, je vais te présenter Jules et le renard de Joe Townsend, qui est un illustrateur britannique. C'est édition L'École des loisirs. Voilà, donc ça fait plaisir. L'École des loisirs qui sortent des nouveaux albums, c'est toujours un plaisir, je trouve. Alors pour te dire un peu, Joe Townsend a écrit Le secret du rocher noir, qui est sorti à peu près il y a 2 ans. Une petite anecdote, l'illustrateur, sa mère, elle était aussi illustratrice. Du coup, il a baigné dedans depuis qu'il est tout petit. Je vais essayer de te résumer un peu, rapidement, et te montrer quelques illustrations quand même. Tu vois, t'as Jules, hop, qui mène sa petite vie solitaire de souriceau et qui est très bien comme ça, il veut pas changer, un peu comme les hobbits. Il va y avoir un petit imprévu, voire un gros imprévu, un renard qui va sauter la tête la première dans son terrier et qui va rester coincé. Hein, j'allais dire comme un voilà, lui, comme un mais il est pas très malin et il se bloque la tête dedans. Du coup, à cette occasion, quand on s'ennuie, on est tête à tête, en face, et qu'on est bloqué, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On discute, voilà, ou en tout cas eux discutent, et ils vont se rendre compte qu'ils ont un énorme point commun, c'est qu'ils adorent la solitude, et que voilà, mais quand même si on est solitaire, on peut avoir des amis, hein, et là c'est la preuve par A plus B que tous les deux, un peu solitaires, vont se retrouver et vont se lier d'amitié. Le souriceau va quand même l'aider, va le sortir de son terrier, et le renard va être reconnaissant et va le sauver à la fin d'un prédateur qui voulait manger Jules. Voilà, en résumé. J'étais un peu spoilée, hein, mais c'est un album, hein, c'est pas grave. Mon ressenti par rapport à cette histoire, je trouvais que l'histoire, elle fonctionnait très bien. Alors c'est un peu déjà vu, hein, cette répétition sur certains éléments qui reviennent pour un peu cet aspect conte. Ça fonctionne bien. C'est très simple, efficace. Ça me fait penser un peu à l'univers un peu de Miyazaki, parce que dans le terrier de la souris, dans la petite maison de la souris, je trouve que ça fait penser au petit monde des chapardeurs, parce que ça fait ce côté très cocon, très cosy, très vert, très plein de plantes partout, super mignon. Ouais, ça me fait penser à ça. Même le dessin un peu japonais, je sais pas, il y a quelque chose de très doux, très tendre, et en même temps un dessin très d'aujourd'hui. Donc pour des enfants à partir de 3 ans, pas de problème, même avant si l'enfant est bien mûr et bien attentif aux histoires. Pour un adulte qui aime les renards et qui aime les dessins, c'est très bien aussi, une petite idée de cadeau. Et puis pour toi, pour te faire plaisir, voilà, c'est très joli, je te le recommande. Je vais te présenter maintenant un énorme album. Waouh! Charles, le tome, c'est la suite, c'est le 4e livre. Là, il s'appelle Méchant Charles. Si tu connais pas Charles, il va falloir que je t'explique un peu. Ça a été écrit par Alex Cousseau, qui est un auteur qu'on retrouve à l'École des loisirs, et Philippe-Henri Turin, qui l'a illustré. Et c'est édition Seuil Jeunesse. Il est trop beau. Quand t'adores les dragons. J'adore les dragons aussi, j'aime bien. Je vais essayer de te résumer. Si tu connais pas Charles, Charles en fait est un dragon, mais pas comme les autres. Déjà par sa physionomie. C'est un tout petit dragon, mais avec d'immenses ailes, Et du coup, il a eu beaucoup de mal à s'envoler, je crois, dans le premier tome. Voilà, il a beaucoup de mal. Par contre, il a d'énormes patounes. Il est un peu spécial, Charles, tu vois, physiquement. Il est pas comme les autres. Il fait penser un peu à l'albatros, tu vois, qui a du mal à s'envoler. Et en plus, Charles, par rapport à ça, c'est un poète, en fait. Il est pas comme les autres dragons, encore plus, parce que, lui... Il aime la poésie, il est sensible et puis au lieu d'être colérique et énervé tout le temps, impulsif et de pas se contrôler, il a ça quand même. Mais lui, il prend du recul en faisant de la poésie. Voilà, et c'est vraiment trop drôle, je trouve ça génial. Et là, dans celui-là, déjà, il a sa copine. Hein. Ils sont tous les deux, tous les deux, ils vont décider de partir. La dragonne, en rencontrant Charles, elle a changé. Elle est devenue plus sensible,
Elle est vraiment différente par rapport à avant, elle est moins impulsive et elle veut profiter de la vie à fond, à fond, à fond. Elle veut tout sentir, elle veut tout goûter. Et en fait, elle a repéré un magnifique arbre à fleurs. Regarde ça, trop beau, ça donne envie de le renifler. Alors elle le renifle, mais Charles, le problème c'est qu'il est allergique aux fleurs. Alors il essaie de lui dire attends, c'est pas possible pour moi de rester. Et elle veut rien écouter, elle plonge son nez dedans, elle est à fond là dans son délire. Mais lui, il n'en peut plus de ça, il faut qu'il parte. Il essaie de se retenir, il se retient, mais forcément au bout d'un moment il va éternuer sur les fesses de sa copine. Et là ils vont se disputer. Lui va reprendre ses colères d'avant, elle également, et finalement non, il prend du recul et voilà, il va décider de la rejoindre, il a peur pour elle, il se rend compte qu'il est amoureux, voilà. Moi ce que j'ai aimé ce que j'adore dans Charles, c'est la poésie, la lecture, mais quand tu racontes ça à quelqu'un, ou à un enfant surtout, ça doit être un délirant quoi, ça doit être trop bien, c'est fluide comme lecture, ça rime, même la narration, il n'y a pas que Charles qui fait de la poésie, même la narration, tu sens qu'il y a un rythme, et les dessins quoi, les dessins sont superbes, j'aurais adoré petite d'avoir ça, mais regarde ça, tu plonges dedans quoi. Ce qui m'a toujours étonnée dans les albums jeunesse, c'est que je me dis mais quel travail quoi de dessin, alors que quand tu vas dans une expo, t'as plein de choses, mais j'ai l'impression que t'as moins de choses que dans un album ou une BD. Le travail que ça doit demander, c'est de la folie, on dirait des vraies peintures. Bon, il y a un peu de texte, donc pour un enfant à partir de 5 ans qui est bien éveillé, 5 ans, voilà, 6-7 ans après, niveau primaire, pas de problème, début primaire, c'est cool. Hier, je te le conseille Charles, il est cool. Alors, en troisième temps, je vais te présenter Le Géant Chagrin, écrit par Carole Martinez et David Sala pour le dessin. Carole Martinez, donc si tu connais pas, elle a écrit des romans, elle est connue surtout pour Cœur cousu et Le Domaine des murmures. Qui a eu beaucoup de succès, des fois qui est étudié même à l'école, il me semble, au lycée. Je vais essayer de te résumer l'histoire. Au début, on est dans un quartier où il explique que les gens pensent que le bonheur n'est possible que d'une manière, de vivre dans ces maisons là, toutes blanches, toutes simples, de vivre vraiment d'une manière très simple, de travailler, d'avoir des enfants, une famille classique. Même le père, il vend des vêtements. Et les vêtements qu'il vend, c'est vraiment associé à une mode à chaque fois bien définie. Tout le monde s'habille pareil. Là, cette année, c'est la mode du gris, donc il est un peu triste, c'est un peu fade. Et la maman, elle est jardinière. Elle coupe vraiment les buissons de telle manière, etc. Et c'est rigolo parce que tu sens la nostalgie des personnages. À chaque fois, tu te dis, le père, il fait ça. Et quand il en a marre, il va au grenier. Et pareil, la mère elle fait ça, elle veut que tout soit droit, fil droit, etc. Mais quand elle en a marre que tout soit comme ça, elle va au grenier. Les enfants, pareil, ils vont au grenier quand ça va pas. En fait, ils fantasment sur les livres qu'ils ont dans leur grenier, si tu comprends le truc, et qui rêvent d'aventure et de voyage et de nature. Donc ils vont se rapprocher petit à petit d'une forêt. Mais ils en ont peur, ils sont fascinés, ils la trouvent merveilleuse et en même temps ils ont peur parce que les rumeurs courent comme quoi il y a des géants qui habitent dans cette forêt. Mais ils ont raison, il y a des géants, mais c'est pas forcément méchant le géant. En parallèle, tu vas suivre un couple de géants. Et c'est l'anniversaire de madame et elle va s'énerver parce que son mari va oublier de lui souhaiter. Elle attend la journée, il lui souhaite rien, il lui offre rien, pas de bougie, ni rien. Et elle va se fâcher contre lui. Donc en fait le géant va partir de la forêt. Tu vas voir un lien entre forêt, nature et la ville. Et quand il va aller dans la ville, il va verser son chagrin, ses larmes vont couler, il va marcher sur les maisons, il va pas faire attention parce que quand même c'est un géant, il est super grand. Il est très triste en fait, il a pas fait exprès d'oublier. Il oublie les anniversaires, voilà, il oublie les têtes en l'air et il va écraser la maison des personnages de la famille qu'on suit au début, qui finalement sont ravis de se faire écraser leur maison parce que ça veut dire qu'il va y avoir du changement. Et ils se rendaient compte qu'ils en avaient ras-le-bol de cette vie ordinaire et ils vont se rendre compte qu'il va y avoir enfin quelque chose qui va évoluer dans leur vie. Vu que tout est cassé, ils font de briques et de broc et en fait on comprend que c'est la métaphore du bonheur, c'est qu'ils construisent leur propre bonheur, pas en fonction de la mode, pas en fonction de ce qu'on t'inculque dans la société, mais en fonction de ce qu'on a envie, tu vois. C'est une belle morale que les enfants ne vont pas forcément comprendre, mais que toi, adulte, toi, tu peux
en tirer quelque chose. Moi j'ai vraiment adoré déjà en premier temps les dessins, parce que la couverture est très percutante, je trouve qu'elle rappelle plein d'œuvres d'artistes. Moi ça m'a fait penser à Klimt, avec cette dorure un peu et cette manière de dessiner les éléments très détaillés comme ça. Ça m'a fait penser, je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à Van Gogh, ce visage-là. Ce visage m'a fait penser à Van Gogh avec ses yeux, je sais pas, il y a quelque chose. Et un peu aussi à Picasso quand il dessinait, je crois, les grosses femmes, il dessinait des êtres très charnus, et il y a ça. Ça m'a fait penser à plein d'artistes différents, même à Hopper et tout. Dans la manière de... Dans Hopper, dans le sens... Tu vois, une peinture un peu froide mais chaude en même temps. Regarde ça. Là, ça fait penser ouais, à Klimt, comme je te disais. Pour un enfant de niveau primaire, hein, comme il faut, hein, 7-8 ans peut-être. Moi, j'adore ce genre un peu de fait de société qui remet un peu en costaud. C'est génial. Enfin, tu te retrouves un peu dans la vie d'aujourd'hui, quoi. Une grosse critique. Ah oui, il y a les critiques, j'ai pas parlé, mais ils parlent des écrans. Ils disent que tout le monde se couche. Tout le monde va sur son écran, on parle pas, on prépare des plats congelés le soir tranquille, on ferme ses volets électriques. Voilà, donc il y a une forte critique aussi, tu sens, du progrès, de la technologie, voilà, cette coupure avec la nature qui est trop belle, c'est trop beau, j'adore. Cette fois, je vais te présenter Secret de sorcière de Julie Légère, Elsa White et Laura Pérez, édition de La Martinière Jeunesse. Cet album, c'est plutôt un documentaire qui parle des sorcières et de la manière dont on les a vues selon les époques et les périodes. Et finalement, qu'est-ce que c'est une sorcière? Comment elle était considérée à chaque période? La manière dont on les a fantasmées, la manière dont on les a victimisées, la manière dont on les a traitées, qui est parlée de... C'est super intéressant. Du coup, tu as des définitions de la magie, de sorcière, etc. Qu'est-ce que c'est? La sorcière au nez crochu, la vieille femme toute seule dans sa maison, des fois la vieille femme qui se transforme en une femme redoutable pour attirer les hommes et pour les piéger, enfin voilà, les différentes images qu'on en a. Et aussi également, moi j'ai trouvé ça super intéressant dans le sens sorcière, elle le met en avant, en fait elle s'adresse à toi directement, elle dit toi, nous sommes sorcières, tu fais partie de ça, etc. Tu as peut-être connu, tu connais peut-être, etc., etc. Donc ça t'inclut vraiment dans le truc, je trouve ça chouette. Et sorcière, c'est vraiment un lien, pas finalement magique, mais plutôt elles mettent en avant le fait qu'elles avaient des connaissances à force d'expérience, à force de tester des plantes, à force de... Voilà, et que à une époque où la science était plus mise en avant, surtout à la période des Lumières, je crois, où elle dit, tous ces savoirs là de guérisseurs, voilà, ce genre de choses n'étaient pas du tout reconnues parce que c'était pas scientifique. Et l'expérience passe derrière, et tu te rends compte, c'est pas de la magie en fait, c'est juste que à force d'observer les choses, elles en déduisent, elles concluent, etc. Donc c'est vraiment une sorte de sagesse, un peu des sortes de druides en fait, finalement des druidesses. Et surtout, il y a des sorcières aussi qu'on appelait des sages-femmes, hein, les femmes qui avaient la connaissance du corps des femmes et de savoir comment le guérir. Je comprends mieux pourquoi il est associé au féminisme. Ce fait elles étaient victimes, elles ont été nombreuses victimes aussi pour leur indépendance, pour leur originalité, pour leur différence, pour leur liberté également et leur connaissance. Donc on les met en avant, les sorcières, vive les sorcières, on a envie en être une. Et puis elles ont une connaissance des plantes aussi assez pointue, très reliée à la nature et très liée au corps. Ça m'a vraiment fait prendre conscience que le corps, à quel point il était différent. Je le savais, tu vois, mais là ça m'a vraiment fait prendre conscience que le corps est vraiment différent. Mais ce qui n'empêche pas que le genre doit être à l'égalité, etc. Ça, c'est autre chose. Le sexe et ton corps et le genre n'est pas tout à fait pareil. Donc, le fait que j'ai des cycles comme ça réguliers, et je suis peut-être plus vraiment humaine, plus nature, tu vois. Peut-être les hommes ont moins cet aspect au corps aussi proche que nous.
comme on peut enfanter. Voilà, on a vraiment des choses quand même qui sont presque du don, c'est quand même incroyable. Et eux, ils sont pas capables de faire ça. Je dis pas qu'ils sont moins bien, mais je dis que voilà, notre corps est différent et peut-être plus proche de ce qu'on appelle, entre guillemets, nature. Qui porte à réflexion, je trouve. Donc je te recommande fortement, je vais te montrer les illustrations quand même. Attends, elles sont belles aussi, ça fait un peu gothique. Des fois t'as des témoignages, et voilà, ils font parler des femmes mortes accusées de sorcellerie. Ce que je reproche un petit peu, c'est peut-être la fin qui donne les herbiers principaux, les plantes principales et les pierres principales des sorcières. Ça fait un peu marketing, un peu pub. Si tu veux être une vraie sorcière, faut que tu t'achètes ça. Pour moi, en fait, ce que j'en ai ressenti de l'album, justement, c'est que la sorcellerie, c'est pas ce qu'on entend magie pure, et à la fin, il nous parle de ça, donc bof. Et ben c'est la fin, je crois, de mes présentations. Ouais, je t'ai tout présenté. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a donné envie, ou que ça t'a donné une autre image des albums jeunesse. Peut-être que t'étais réticent et que t'as quand même regardé la vidéo malgré tout. Alors je te dis merci à toi. N'hésite pas à me dire en commentaire ton opinion. À bientôt.